Pour ce dernier débat, on a un petit peu un pas de côté par rapport aux autres thématiques de la journée, puisque là, ce n'est pas la formation en elle-même qui est l'objet de notre discussion, mais c'est par la formation que nous allons examiner un objet très, très particulier, et qui sont l'intelligence artificielle générative. Donc le champ de ce débat est vaste. On ne va pas le couvrir évidemment totalement dans l'heure qui nous est impartie. Mon introduction sera la plus succincte possible afin que nos invités puissent présenter leur expérience et que les échanges puissent être les plus fructueux possibles. Alors, pourquoi ce débat qui n'est pas complètement dédié à la formation, mais qui a un petit peu un autre objet à travers la formation, c'est parce que les conférences de la CNMJ convoquent toujours dans leur réflexion, même si ce n'est pas le thème principal, les enjeux de l'irruption de nouvelles technologies, de l'invention dans la rédaction, cher Jean-Marie, et donc ceux qui sont aujourd'hui posés par l'arrivée des intelligences artificielles génératives grand public nous ont semblé suffisamment importants au regard de la formation initiale et continue des journalistes pour que nous décidions d'y consacrer un débat. Alors il y a évidemment beaucoup à dire aujourd'hui sur le thème IA et journalisme. Il se passe, vous le savez, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un colloque, une journée d'études, sans qu'une charte soit publiée, ou sans qu'une prédiction, catastrophique ou pas, soit formulée. Notre propos d'aujourd'hui sera essentiellement consacré à la formation, ou en tout cas à l'acquisition de compétences nouvelles, peut-être pas formation en termes de modules de formation, mais montée en compétences par des journalistes qui sont mis au défi de l'irruption de l'intelligence artificielle. Alors, je vais laisser ensuite chacun de nos invités se présenter, mais je me permets seulement quelques mots pour expliquer comment nous avons conçu cette table ronde. Il y a deux de nos invités, et des invités ES d'ailleurs, qui vont présenter des expériences de mobilisation de l'IA générative dans leur pratique professionnelle de journaliste et l'analyse qu'elles en tirent en termes de montée en compétences. C'est là qu'on retrouve notre thème qui est la formation. Donc en termes de montée en compétences des équipes et en termes d'organisation aussi des équipes, puisque c'est une dimension importante pour la mise en place des expériences qui sont faites. Alors, dans un premier temps, Karen Bastien, data journaliste et cofondatrice de WeDo Data, va décrire la voie qu'elle a empruntée pour ses premières expérimentations. Et sans spoiler, je vais juste vous donner le titre d'une des notes de blog où elle a retracé cette expérience. « J'ai enquêté plus vite que jamais avec ChatGPT ». Vous avez le contexte, si j'ose dire. À propos de contexte, après elle, Marie-Catherine Butt, qui est rédactrice en chef de l'agence Contexte, justement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence dédiée aux politiques publiques françaises et européennes. Elle restituera l'expérience de son média qui a organisé il y a quelques mois un hackathon. Et je parle à dessein de médias et non pas de rédaction, puisque tous les métiers, mais elle vous le précisera, journalistes, développeurs, marketing, etc., se sont associés à cette entreprise de réflexion commune. Et ensuite, parce que l'arrivée de l'intelligence artificielle est un enjeu évidemment de la formation des journalistes, mais notamment de la formation initiale des futurs journalistes, même si notre journée a été dédiée à la formation continue. Nous avons fait là aussi un pas de côté dans ce dernier débat. Et nous avons choisi de présenter l'approche d'une école de journalisme reconnue, en l'occurrence celle de notre puissance invitante aujourd'hui, celle de l'ESJ Lille, qui nous accueille. Alors, ces initiatives seront présentées par Olivier Abalin, directeur des études adjoints. La plupart des écoles reconnues se sont d'ailleurs emparées sous des formes variées de ce nouveau défi, et peut-être que les uns ou les autres, dans la dernière partie de notre débat qui sera constitué d'un échange avec la salle, auront envie d'en dire deux mots. Donc, maintenant c'est à vous. Donc Karen, la parole est à toi. Celui-là. Bonjour à tous. Donc effectivement,
Alors nous à We Do Data, je vais peut-être préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas, nous ne sommes pas un média en soi. Nous pratiquons le data journalisme depuis une douzaine d'années. Moi, j'ai un parcours à Libé, puis à Terra Echo, et une appétence que j'ai un moment, j'ai quand même fait mon coming out. Oui, j'aime les chiffres, ce qui n'est pas évident comme journaliste. Et donc j'en ai fait une pratique, et donc il y a 12 ans on était plutôt les premiers à se lancer sur cette forme de journalisme de données, dit data journalisme. Et aujourd'hui au sein de l'agence on travaille pour des médias mais aussi pour beaucoup d'entités avec un prisme qui est d'accompagner essentiellement en fait toutes ces bases de données publiques à être mises en valeur et interrogeables et compréhensibles par le plus grand public. Donc c'est pour ça que les amis de l'AFDAS dans la salle, on travaille beaucoup ensemble. Donc on travaille avec beaucoup d'entités, je préfère le repréciser. Voilà. Néanmoins, du coup, quand on fait du data journalisme ou quand on a une agence qui traite de la donnée, c'est-à-dire que tous les jours, dans notre pratique, nous avons bien sûr des tableurs, mais aussi une grande connaissance technique d'un grand nombre d'outils. Donc forcément, quand vous voyez débarquer un truc qui s'appelle IA, on fait du machine learning depuis un certain nombre d'années au sein de l'équipe. Là, on voit ces intelligences artificielles arriver avec ces noms que maintenant vous connaissez, ChatGPT, DALL-E, Midjourney, etc. Donc, c'est IA génératives, mais qui ne sont qu'une forme d'intelligence artificielle. C'est une forme d'outil qui forcément nous fascine parce qu'ils produisent des choses qu'on voit immédiatement, un texte, une image, alors que finalement, les intelligences artificielles, il y en a dans beaucoup des outils que vous utilisez au quotidien sans vous en rendre compte. Elles sont un peu plus, on va dire, cachées, mais voilà, c'est quelque chose qui est au quotidien. Donc nous, elles débarquent. Notre métier depuis des années, c'est de s'emparer de ces technologies pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus au service de la donnée, au service de la pédagogie de l'information. Est-ce qu'elles peuvent nous aider? Donc c'est vraiment une pratique, on va dire chez nous, très naturelle de dire j'essaye de comprendre et je pratique. Et voilà. Donc, je n'ai pas un objectif de production qui est immédiat, j'ai un objectif de compréhension et d'acculturation. Je pense que c'est ça qui est important aussi dans la démarche là, dont on parle, c'est que forcément, vous avez, tu l'as très bien dit, il y a des colloques et des papiers tous les jours, et il y a un côté, c'est comme s'il fallait dire, c'est l'ange ou le diable. Bah, comme d'habitude, ça va être une zone grise au milieu, parce qu'en fait, c'est un outil. En fait, c'est un outil, donc soit en fait on le jette immédiatement et puis on se dit bah voilà, ça y est, j'ai mis le diable dans sa boîte, je ne sais pas s'il va rester très longtemps, soit j'essaie de le comprendre. Et c'est marrant parce que pour moi c'est la base de mon métier en fait. Tous les jours, on me demande de rencontrer des gens, de découvrir des rapports, de rencontrer des situations et de les interroger, de les comprendre et essayer de les expliquer. Par contre, quand c'est des outils, bah voilà, c'est un outil, mais c'est un outil. Donc je vais essayer de le comprendre. ChatGPT et ces IA, elles sont faites comment? Qui les finance? Qui les crée? On me dit que c'est une boîte noire. Est-ce que je peux creuser? J'investigue. Donc en fait, en tout cas, c'est l'approche que nous on a. Quand on a un nouvel outil, on essaye de l'interroger comme lorsqu'on interroge une situation, comme tout journaliste. Et donc forcément, on nous dit, ce ChatGPT, il va vous remplacer, vous journalistes. Nous on dit banco. On essaye, voilà. On n'essaye pas de se dire allez, on jette ça. Et donc, on s'est pris une situation très classique. La situation très classique, vous l'avez peut-être connue dans vos rédactions, c'est le matin, vous arrivez, on te dit écoute Karen, il y a une conf de presse du ministère de la Santé, il y a un rapport sur l'obésité, comment on va traiter mieux l'obésité en France, plein de recommandations, etc. Voilà, tu as le rapport, tu as une conf de presse dans 1 heure qui va durer à peu près 3/4 d'heure, quelques questions, et puis tu as 352 pages de rapport, et puis ce soir, tu as une double dans le journal. Ok, en fait, c'est une situation qu'on a pu connaître les uns les autres, et on se dit comment là, ces fameuses IA, en l'occurrence ChatGPT, peut nous aider. Sur la conf de presse, c'est peu de chance, même si vous pouvez enregistrer la conf de presse, et maintenant avec Whisper, qui est une IA qui est à l'intérieur de... Vous pouvez avoir la transcription immédiate, voilà, ça nous gagne quand même un petit peu de temps. Mais surtout, nous, on a travaillé sur le rapport. Ce rapport de 352 pages, qui l'a lu, en fait? Et est-ce que je l'aurais lu dans une situation où ChatGPT n'aurait pas été là? J'en suis pas sûre. J'aurais lu le sommaire, la partie synthèse qui a été faite pour moi. Donc, si elle a été faite pour moi, c'est qu'elle a été prédigérée par des humains pour moi, pour faire une présélection de ce que moi, journaliste, je vais utiliser. Vous êtes d'accord? Voilà.
elle est un petit peu biaisée, non ? Oui, sûrement. Voilà, donc d'un coup on me dit « Ah, les IA, elles sont biaisées et tout ». On est tous biaisés, donc elle est biaisée comme nous, quoi. Peut-être plus puissamment, je ne sais pas, on va en faire des... Mais du coup, voilà, toutes ces choses un peu qu'on nous balance direct en disant « Ah, mais c'est biaisé », bah, je pense que quand je lis la synthèse d'un rapport qui a été fait pour moi, il y a un certain nombre de choses qui ont été choisies, présélectionnées pour que bah, je m'en empare parce que je n'ai pas le temps de lire les 352 pages. Et donc, en fait, on a mis cet énorme rapport et on a demandé à ChatGPT différentes versions de résumés. Voilà. On a aussi beaucoup travaillé, et là c'est très intéressant, et c'est là où, sur le papier, je vais bien sûr pas le détailler, si ça vous intéresse, vous irez voir, on a dit, tiens, je suis un journaliste à Libération, on n'a pas mis contexte, je suis un journaliste au Figaro, je suis un journaliste à Marianne, je suis un journaliste, et on a demandé différents résumés. Très intéressant. Et tester, enfin c'est ça qui est marrant en fait, c'est de tester. Il ne fait pas du tout le même résumé. Sur certains journaux, il va insister plus sur les aspects socio-économiques. Et comme l'obésité, il y a, en tout cas dans ce rapport, il y avait beaucoup d'aspects, parce qu'il y avait des aspects politiques, des aspects effectivement sociaux, des aspects économiques. Il remontait certains aspects parce qu'il disait, d'abord il nous décrivait le journal, donc Libération, journal très social, Le Figaro, reconnu pour, je vous laisserai lire dans le détail. Donc il avait donc des... Comment dire, c'est pas lui, hein, ce n'est rien, hein, c'est une chose qui met des mots ensemble, hein, donc calmons-nous. Mais en tout cas, dans la construction d'une identité de journal, il avait des lignes éditoriales. Voilà, donc très intéressant. Et donc, il ne faisait pas le même résumé. Donc, il a été un peu perdu avec Alternative Éco, je crois. Alternative économique, car là, ça l'a perdu parce que je pense qu'il avait moins d'infos, ou en tout cas, il a associé moins de mots entre eux, et il était effectivement beaucoup plus perdu. Donc, il y a eu le résumé. Deuxième partie, on lui a demandé de nous identifier des angles, voilà, parce que le résumé, c'est bien, mais tiens, quel est l'angle un peu original, voilà. Listing d'angles aussi par rapport aux journaux. Là aussi, enfin moi je crois que je le dis dans la slide d'avant, c'est un ami, c'est un partenaire qui est à côté de moi, et en fait je lui dis tiens, mais comme dans une salle de rédac où j'ai quelqu'un à côté, je dis tu penses que cet angle-là, sur ce sujet-là, ça serait intéressant? Puis notre pote à côté, il répond, il fait ah non, je l'ai déjà vu traiter. Et là en fait, je discute avec lui. Ce qui est intéressant dans les IA, c'est l'échange en fait. C'est pas l'espèce de je pose une question, j'ai une réponse, je la prends, je fais un copier-coller. C'est vraiment le notion d'échange, parce que quand vous échangez, vous lui donnez des nouveaux mots, et avec ces nouveaux mots, il va chercher de nouvelles choses. Donc c'est vraiment ce côté très ping-pong, en fait, qui est très intéressant. Un résumé, des angles. Ensuite, on lui a demandé des noms de spécialistes, d'experts à interviewer. Là, bien sûr, hein, dans tout ce que je vous dis, à chaque fois, on a fait faire la même chose à un humain. Comme en science, hein, vous connaissez les A/B testing. Donc, vous avez le test par l'homme et puis le test par l'IA, parce que nous, là, on est dans une démarche expérimentale qui vise à documenter est-ce que c'est fiable ou pas. Sur toutes les noms de personnes citées, on a tout vérifié. Il y a deux personnes où il y avait, entre guillemets, des erreurs. Elles n'étaient plus l'une dans l'université qui l'avait citée, et l'autre, la fonction, en tout cas, le lien avec l'obésité n'était pas évident. Sinon, tous les experts étaient très intéressants. Et ensuite, on lui a demandé de préparer l'interview. Cette personne, quelles questions je pourrais lui poser, etc., au regard du résumé que tu viens d'avoir, au regard du profil de la personne que tu viens d'identifier, et il mixait les deux, il faisait la liste des questions d'interview. Donc c'est en ça que pour nous, il y avait une accélération, c'est que finalement, ce rapport, que je n'aurais pas lu, les experts, en fait, j'aurais pris, bien sûr, il y a mon carnet d'adresses, je fais d'abord confiance à mon carnet d'adresses, mais ça m'a suggéré des gens intéressants. Les interviews, franchement, les questions, en tout cas dans le terme de j'aurais pu les inventer ou les challenger avec un confrère, là c'est juste qu'en termes de rapidité, elles étaient vraiment pertinentes et dans une accélération du temps. Et donc quand je suis dans ce contexte, je remets le contexte, d'une journée où je dois produire ça parce que j'ai ma double page où je vais sûrement faire une synthèse, une interview de quelqu'un et puis peut-être une vue sur et qu'est-ce qui se passe à l'étranger, voilà, j'ai ma double. Eh bien, ça m'a accéléré mon enquête. Et c'est vraiment sur cette assistance qu'on a trouvé que c'était pertinent. Merci Karen. On prolongera ensuite la discussion sur les conclusions à en tirer. Bien sûr. Juste pour dire que le document complet dont vous avez eu là deux extraits sera mis en ligne sur le site de la CNMJ. Et là-dedans, vous avez le lien qui vous permet de lire l'intégralité du poste de Karen avec son enquête plus vite que jamais avec ChatGPT. Marie-Catherine, maintenant, ça c'est une autre expérience de médias aussi qui s'empare de l'intelligence artificielle.
Oui, et pour comprendre un petit peu pourquoi on a fait ça, je vais vous donner quelques éléments supplémentaires sur contexte. Donc on est une entreprise indépendante, on produit de l'information politique pour les professionnels. On veut aider ceux qui en ont besoin de comprendre en amont comment se fabrique la politique. On veut à tout prix faire de l'information utile. On le fait sur un modèle d'abonnement et on le fait en faisant se rencontrer le journalisme et la technologie. Donc dans notre entreprise, on a une centaine de personnes, il y a une cinquantaine de journalistes. Et puis après, on a des développeurs, des gens dédiés aux produits, des personnes qui font du marketing et des commerciaux qui, évidemment, s'occupent de vendre nos divers produits à des professionnels. Ces produits, c'est quoi ? C'est d'abord un briefing quotidien, une newsletter dans 9 éditions. Donc tous les matins, on envoie 9 newsletters avec énormément d'informations exclusives. Dedans, on a aussi un site avec des articles plus analytiques, ça c'est assez classique dans le monde des médias. Et puis, on travaille aussi avec des outils de veille pour rendre service à nos lecteurs. Et on a notamment un outil qui s'appelle Scan, qui est un outil de suivi en temps réel de la procédure législative française sur laquelle on peut construire se configurer des alertes personnalisées. Donc tout ce petit monde s'est réuni, ou une partie de ces représentatifs de ce petit monde s'est réuni en octobre dernier pour un hackathon. Donc on avait 2 jours, jeudi et vendredi, pour arriver le matin avec une idée et ressortir le vendredi avec un prototype qui a été présenté ensuite à toute l'entreprise. Et tout le monde était libre de voter et de dire ce qu'il pensait de ces différents produits. On a eu un peu de temps pour réfléchir à quelles étaient nos idées. Et puis, donc le jeudi matin, on s'est retrouvés assez nombreux avec vraiment comme un hackathon classique, plein d'idées à soumettre aux participants du hackathon. La seule ligne directrice globale, c'était on voudrait démystifier les IA génératives et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de ça. De ce festival d'idées, donc tout le monde présente son idée et puis après on se regroupe par petites équipes. Les gens qui sont intéressés par une idée ou une autre, en gros, vont vers cette idée. C'est comme ça qu'on vote littéralement avec les pieds. Les équipes se forment et on se met à bosser. Et c'est marrant parce qu'en fait, il y a 3 idées qui sont sorties du lot qui correspondaient un petit peu aux 3 métiers très importants chez Contexte. Il y avait une problématique vraiment rédaction, une problématique qui était plus outils de veille technologique et comment on améliore ce produit, et une 3e qui était comment est-ce qu'on rend notre produit briefing plus utile à nos lecteurs, qui était poussé plutôt par le marketing produit. On a bossé pendant 2 jours. Le premier pitch sur l'outil de veille, l'idée était de voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser une IA générative pour montrer l'article de loi tel qu'un amendement veut le transformer. Et pas seulement d'avoir les petites modifs à côté, supprime tel bout, ajoute ceci après telle phrase, etc. Vraiment de pouvoir se représenter à quoi ressemblerait un article de loi tel qu'un amendement propose de le modifier. C'était un vieux dossier dans les cartons de Contexte depuis un certain temps et qui là, soudain, devenait possible grâce aux IA génératives. En 2 jours, l'équipe qui a bossé là-dessus a abouti à une solution tout à fait honnête et impressionnante. Sa principale limite était plutôt que le coût que ça représente et la vitesse de traitement des requêtes était un petit peu... vraiment pas suffisante pour pouvoir offrir ce service-là en mode temps réel avec un niveau de qualité similaire à celui qu'on a aujourd'hui. Après, il y avait un autre projet auquel moi j'ai participé qui était vraiment celui important pour la rédaction et qui était vraiment parti d'un besoin qu'on avait eu cette semaine-là. On avait un de nos journalistes qui était sous l'eau parce qu'il travaillait il faisait beaucoup de veille, il essayait de remplir son briefing. En même temps, il avait besoin de finir un gros trombinoscope lié au sénatoriat. Donc, il cherchait des infos sur les billots, sur les gens qui avaient bougé, etc. Et on a commencé le matin en disant comment est-ce qu'on pourrait faciliter la vie de ce pauvre Pierre. Et on a abouti à une solution qui
permet en gros de soumettre une URL d'un site, d'un rapport PDF, d'une page de trombinoscope d'un commissaire européen par exemple, et de demander à une IA d'en extraire de l'information, de la ranger selon des paramètres qu'on a demandé pour en faire un tableau Excel que nous ensuite on peut réexploiter pour produire une information ou être alerté lorsqu'il y a eu un changement entre deux données, ce qui est en gros une très bonne façon, ou dans notre quotidien, dans le quotidien des journalistes chez nous, vraiment une grosse partie du boulot, quoi. On a besoin de détecter le plus vite possible dès que quelqu'un a quitté un cabinet ministériel ou autre. Ça fonctionnait plutôt bien sur les pages du journal officiel parce que c'est des pages qu'on a vraiment l'habitude de traiter en tant qu'humain, et donc c'était très facile de configurer, c'était beaucoup plus facile de configurer l'IA selon nos besoins. On savait ce qu'on cherchait, on savait comment le trouver en tant qu'humain, et donc c'était facile de dicter la procédure à une IA. Et le troisième projet était tourné autour de la personnalisation de nos briefings. C'était beaucoup plus complexe. On a abouti à un prototype vraiment moins avancé que les autres. Mais l'idée était de voir comment est-ce qu'on peut, pour un abonné chez nous qui recevrait à la fois le briefing environnement et le briefing énergie, avoir une version plus personnalisée de ces deux briefings où une IA pourrait détecter des brèves similaires et donc ne lui en présenter qu'une des deux au moment idoine. Et donc l'ensemble de cette expérience nous a permis de vraiment démystifier ChatGPT considérablement. La conclusion d'un des participants était ChatGPT, c'est un stagiaire avec plein de bonne volonté. Il va toujours essayer de te trouver une réponse, mais il faut quand même un peu repasser derrière pour s'assurer que c'est correct. On a trouvé que, voilà ce que je disais tout à l'heure, en termes de coûts de traitement, on n'était pas encore en mesure d'être tous remplacés. Et puis sur le côté interaction, pour les journalistes qui étaient dans notre équipe, c'était intéressant parce que c'était une façon vraiment de prendre du recul sur la manière dont on bosse, la manière dont on cherche de l'information, de scénariser un petit peu ce qu'on fait et comment on pourrait le rendre plus efficace. Et littéralement, un des participants est sorti de là en disant en fait, je vais un peu travailler différemment parce que j'ai vu comment, si je m'adaptais ou si j'avais l'aide d'une IA, comment je devrais procéder. Enfin, c'était vraiment assez éclairant de ce point de vue-là. Et puis, à la fin, on avait donc deux prototypes assez viables qui collaient totalement à ce qu'on a envie de faire en termes de... au niveau du projet d'entreprise, quoi. On veut trouver des services qui soit permettent de faire un meilleur journalisme, soit qui soient vraiment utiles pour nos lecteurs pour suivre la procédure législative, soit avoir une meilleure expérience utilisateur. Et c'était vraiment hyper précieux de fonctionner de cette manière-là, et puis de rendre vraiment cette montagne qu'on se fait des IA génératives vraiment beaucoup plus... c'est un outil dont on peut se servir et comment on peut s'en servir en mettant tous les cerveaux autour d'une table. Merci beaucoup. Olivier, maintenant à toi pour ce qui concerne ce qu'une école, le SJ, a mis en place pour initier, sensibiliser les futurs journalistes à l'irruption des IA. Alors oui, on a été confronté d'emblée à un petit souci. En fait, vous avez pu mettre en place un apprentissage directement sur des sujets qui vous intéressaient. Nous, on se lance un peu ex nihilo, comme l'ensemble de la profession peut-être, sauf les expertes et experts. Le 30 novembre 2022, on reçoit le blast de ChatGPT, on voit arriver cette IA générative. Finalement, l'IA, elle est déjà utilisée avant dans plein d'outils, en data par exemple, mais là, cette IA générative qui est capable de produire quelque chose de crédible à partir d'une conversation, on le voit venir. En 2023, on n'a pas vraiment... ni le temps, ni on n'avait pas les moyens de réagir immédiatement dans le deuxième semestre 2023, et donc on saisit l'occasion de ce qu'on veut
appelé un colloque au moment où on se lance, en novembre, pour lancer 3 jours de formation. Là, on se dit, on ne l'a pas fait l'an dernier, donc ça va être formation toutes éditions, toute formation. On va remettre tout le monde à peu près au carré, à la fois sur les bases et à la fois sur la pratique. On verra plus tard que cette forme de se dire allez, on va mettre 3 jours là-dessus, c'était en tout cas la réflexion qu'on a menée a posteriori, c'est que ces 3 jours, c'était peut-être pas ce bloc de 3 jours en une fois, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Mais voilà, on se dit, on va essayer de mettre ça en place. Assez rapidement, on se dit, parce qu'on connaît assez bien quand même nos étudiantes et étudiants, heureusement, on s'est dit, 3 jours en amphi avec seulement de la théorie, ça va pas trop le faire. Néanmoins, on se dit aussi qu'il y a une sorte de ticket d'entrée, de compréhension de ce que sont les IA et de ce qu'est en particulier l'IA générative qui va être intéressant de présenter. Donc le premier jour, ça va être un petit peu ça. Pardon, la première matinée, elle est consacrée. On invite deux universitaires pour comprendre le saut que provoque l'IA générative, comprendre un petit peu pourquoi cet individu stagiaire fait 3% d'erreurs et quels problèmes ça peut poser dans notre pratique de journaliste, le fait qu'il faille effectivement le monitorer et puis passer derrière pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Mais voilà, cette première partie base en observation du côté organisateur et organisatrice, on se rend compte que finalement, sur cette première demi-journée, la moitié des intervenants, c'est-à-dire des étudiantes et étudiants qui prennent la parole, sont des étudiantes et étudiants qui ont un cursus scientifique ou qui sont engagés dans ce qui sera en deuxième année une spécialité sciences. Et donc on voit bien qu'il y a peut-être quelque chose d'un petit peu impressionnant. Mais c'est assez ambivalent et c'est révélateur de l'ambivalence qu'on voit aussi dans la profession. On a finalement un retour des étudiants sur cette première demi-journée qui est arrêtez de nous dire qu'il ne faut pas qu'on ait peur. Parce qu'on n'a pas peur. Voilà, d'abord, vous, les vieux, vous avez peut-être peur, mais nous, pas du tout. Et en même temps, des prises de parole, de dire qu'est-ce que mon boulot va devenir, quoi. Enfin, est-ce que il y aura encore du boulot derrière? Et donc, là, ça nous conforte, nous, organisateurs et organisatrices, sur le fait de se dire on fait bien de le faire quand même pour leur montrer quelles sont les potentialités de l'IA, mais oui, il va falloir de la pratique, il va falloir leur montrer un petit peu comment on s'en sert. On avait un atelier l'après-midi sur le prompt, mais vous imaginez, voilà, 150 personnes en atelier prompt en amphi, ça n'a pas marché super bien, en tout cas on n'était pas hyper contents. Et puis on a eu un premier souci qui reprend un peu ce qu'on a observé dans l'amphi en matinée, c'est la difficulté à avoir des profils mixtes, y compris en formation, comme ceux de Karen ou Karen Bastien ou Marie-Catherine Beut, c'est-à-dire fortes en journalisme et aussi pas qui s'en vont pas en courant en voyant des chiffres ou des explications un petit peu techniques. Ça, c'est le reflet de ce qu'était devenu la profession. C'est quelque chose qui est bien identifié maintenant et donc il y a aussi une montée en compétences et en expertise sur les questions scientifiques et technologiques. Mais on voit bien que lorsqu'on a essayé de chercher des formatrices et des formateurs capables de mener à bien un atelier pratique, ça a été l'enfer. D'abord, ça a été dit en introduction, chaque école, a priori, a fortiori, chaque école reconnue était en train d'essayer de monter elle-même son propre colloque ou ses propres journées de formation sur l'IA. Donc on était aussi en concurrence. Je crois que dans le même mois, l'IJBA faisait aussi quelque chose sur l'IA. Je ne sais pas si Arnaud est encore là. Bref, je pense qu'on s'est un peu arraché les profils journalistes pertinents
pertinent et capable de mener ce type d'atelier sur le sujet. Donc ça, c'était une des difficultés. Alors ensuite, là où on est plus satisfait, c'est quand on en est arrivé à faire témoigner des responsables de rédaction aux journalistes qui pratiquaient l'IA. Ça, c'était le jour 2, à l'équipe qui met en place une indexation par IA de ces photos pour améliorer l'indexation des photos et permettre aux iconos notamment de renseigner de façon beaucoup plus détaillée les milliers de photos qui sont produites à chaque match pour derrière avoir un contenu qui est plus pertinent tout simplement, avec des photos, des illustrations qui soient plus variées. C'était intéressant, on avait France Télévisions qui était là, donc ça c'était une matinée qui était intéressante. Et puis derrière on a essayé de découvrir un petit peu comment on faisait produire des photos par intelligence artificielle. Le but était de démontrer aux étudiantes et aux étudiants quels étaient les biais éventuels. Mais là, on était aussi dans l'amphi, difficulté à mettre en place, d'abord à garder l'attention, on est déjà sur 2 jours en amphi quand même, garder l'attention de chacune et de chacun, et il aurait fallu qu'on mette en place une utilisation de ces outils, mais vraiment en temps réel, ça aurait été le top, et donc on se le garde pour plus tard. La 3e journée, probablement celle qui a le plus marché, c'était celle qui était axée sur les perspectives en quelque sorte, à la fois juridiques, les questions qui se posent déontologiquement, mais aussi en termes de droit d'auteur. Et donc là, on s'appliquait à des cas pratiques, c'est-à-dire où en sont les négociations au niveau de l'Union européenne. On était en plein bouclage du trilogue sur la régulation de ces outils-là, et puis quelles sont les problématiques qui se posent en termes de droit d'auteur. Là, moi, j'ai eu l'impression que l'attention dans l'amphi s'était améliorée. Et l'après-midi, c'est le premier vrai atelier qu'on a réussi à tenir en mode atelier, mais c'était avec un objectif, forme d'hackathon finalement. On prend les corpus de 4 médias français sur les 30 dernières années, genre toutes les archives de Libé par exemple, sur les 30 dernières années, et un chercheur polytechnicien, spécialiste des médias, était venu nous mener cet atelier avec des outils prêts à l'emploi pour aller rechercher la pratique du off et la façon dont le off était utilisé et la fréquence d'emploi du off dans ces médias-là sur 30 ans. C'était très instructif, et là, pour le coup, les étudiantes et étudiants ont pu mettre la main à la pâte, utiliser des routines, du machine learning, concrètement, pour aboutir à un résultat, voir à quel point l'IA pouvait être une aide, un outil pour enquêter sur quelque chose qui aurait probablement pris 1 semaine. Là, on y arrivait en 2 heures dans l'amphi avec plusieurs équipes formées, et c'est probablement c'était la façon la plus instructive d'avancer sur la suite. En équipe pédagogique, on a un petit peu réfléchi. Il y a 2 façons d'avancer, à mon avis, sur la formation initiale. Je te propose qu'on voit ça, très bien. Okay. Pour relancer un petit peu, parce qu'effectivement, on va retomber sur les questions pures de formation. Je crois que c'est Karen qui parlait d'acculturation, mais avec Marie-Catherine, on en avait parlé. Donc là, c'est à vous 3. Et ça te permettra, Olivier, d'enchaîner sur ce que tu voulais dire sur les suites de ces 3 journées que vous avez organisées. Mais pour vous deux qui pilotez des rédactions, comment on fait, même si vous avez des rédactions qui sont plutôt plus, j'allais dire, IA compatibles, si j'ose dire, que d'autres, certainement, mais comment on fait pour arriver à cette acculturation, cette montée en compétence de l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices? Moi, les grandes lignes que je vois, c'est d'abord comprendre. Enfin, le nombre de choses qu'on fantasme. Aujourd'hui, 30% des Français qui utilisent ChatGPT l'utilisent comme un moteur de recherche. Aberration totale. Ce n'est pas un moteur de recherche.
Il n'y a pas de notion de vrai, de faux. Vous faites un prompt, donc vous faites une phrase, vous dites « je suis, je veux, aide-moi hein ». Il découpe vos mots et il va chercher ensuite la probabilité que ces mots soient associés à d'autres mots, et même pas des mots, des bouts de mots. Enfin, une fois que vous avez compris ça, et ça il faut prendre le temps de le comprendre, vous ne pouvez plus l'utiliser de la même façon. Vous ne pouvez pas en attendre une information. Ça fait des associations de mots et il y a une probabilité que ce qu'il formule, ce qu'elle formule, on ne sait pas son sexe encore, c'est à vous de projeter, soit quelque chose de réaliste. Mais il n'y a pas de notion de vrai, de faux. Les mots, c'est des associations probables de mots. Donc une fois qu'on a déminé ça, qu'on a pris le temps de comprendre, et aujourd'hui en ligne, il y a quand même beaucoup de ressources pour comprendre en fait comment ça fonctionne, vous ne pouvez plus l'utiliser de la même façon. En tout cas, pas comme un moteur de recherche. Ça, c'est voilà. Et l'acculturation, je pense que c'est ça déjà. Comprendre ce que c'est. Alors c'est vrai qu'on nous balance plein d'acronymes, les LLM, etc. Donc il y a un côté un peu repoussoir pour des gens qui, finalement, n'ont pas forcément une appétence pour la technique. Mais il faut savoir que c'est pas de la technique. Là, on parle de politique. On parle de stratégie. On parle de quelque chose qui est là et qui va être dans notre quotidien. Donc je vais faire ma dinosaure, mais je suis sortie en 2000 du CFJ. Je suis la première promotion web. On m'a appris, un jour, en 2000, on m'a ouvert une page d'un truc et on m'a dit, alors ça s'appelle Google, ou Google, on ne sait pas trop, mais je vous jure, je me rappelle encore. Donc, et nous, on était comme ça, donc on était à la place de tes étudiants d'aujourd'hui, et on nous dit, vous allez faire du web. Mais tout le monde disait, mais c'est quoi ce truc? Mais pourquoi vous allez faire du web? Et voilà, et ça fait complètement dinosaure, mais aujourd'hui, on se retrouve, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a dû comprendre? C'est quoi le web? C'est quoi la toile? C'est une toile de quoi? Enfin, aujourd'hui, voilà. Donc, cette acculturation, on a dû la faire parce que vous ne pouvez pas vous emparer d'un outil et d'un réseau, etc., tant que vous ne la comprenez pas. Donc, je pense qu'il y a ce moment, acculturation, c'est hyper important, et pratique. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Tester ces fameux prompts, ces fameuses IA. Aujourd'hui, elles sont dans des modèles d'implantation massive. Donc, elles sont massivement gratuites, en fait. Parce qu'en fait, elles veulent s'imposer dans votre quotidien, comme sont arrivés tous les réseaux sociaux. Ils arrivent avec de la gratuité, puis après, ils mettent du freemium, du premium, etc. Parce qu'au départ, ils veulent vous rendre accro, en fait. C'est gratuit, vous pouvez faire tout gratuitement, et puis après, ça rentre dans votre quotidien, puis après, ils vous disent, bon, allez, c'est 20$ par mois, puis après, voilà. C'est normal. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que c'est facile d'accès, voilà, pour pratiquer, tester. Et pourquoi il faut pratiquer aussi? C'est parce que ce que nous, on a fait, là, ce que vous voyez en ligne, aujourd'hui, quand je le vois, je le trouve déjà complètement désuet, parce qu'en fait, aujourd'hui, parce qu'on est dans le moment de bulle, tous les 3 mois, ce que vous avez appris ne marche plus, ou il y en a une autre qui a remplacé. Donc ça peut être, on se dit, alors dans ce cas-là, je vais attendre. Non, parce que la mécanique, la gymnastique d'esprit, parce que c'est vous qui promptez, en fait. C'est vous qui êtes auteur des mots dont elle va se servir pour produire. Donc cette mécanique-là, elle reste vraie. Donc je pense que cette gymnastique intellectuelle, il faut l'avoir, cet œil critique, du coup que vous acquérez forcément, quand vous regardez les résultats, vous dites « Ah oui, ok, j'ai compris, en fait, vaut mieux que je lui demande comme ça ». Et tu as dit un truc très juste, après je vais passer la parole, c'est qu'à un moment, tu as dit ces pages du journal officiel, je crois, on a plus réussi à s'en emparer parce qu'on les connaissait. Parce qu'en fait, il fait très bien ce que vous faites très bien, en fait. Et il fait très mal ce que vous faites très mal, parce qu'en fait, il ne fait que ce que vous faites. Simplement, il le fait plus vite, et comme en fait, c'est gavant de faire 28 millions de fois, voilà, des choses. Donc, c'est vrai que ça a un intérêt pour des données massives. Toi, tu parlais des archives, effectivement, on travaille nous beaucoup avec l'INA en ce moment, effectivement, sur ces millions d'heures de télé et de radio. Donc, c'est acculturer, pratiquer, ne pas baisser les bras quand on se dit « Ah oui, mais alors ça a été remplacé par ça », parce que vous avez acquis quand même une gymnastique, et surtout vous dire « Tiens, qu'est-ce que je fais de façon répétitive et pénible tous les jours ou régulièrement et que je pourrais automatiser ?» Oui, Marie-Catherine ou Olivier. Alors Marie-Catherine puis Olivier. Ouais, pour nous, l'acculturation, elle passera surtout par l'utilité de ces outils-là. C'est-à-dire que s'il y a une injonction à s'acculturer, un journaliste a trop de trucs à faire, il ne va pas le faire juste parce qu'il faut. Nous, c'était un peu le but du jeu avec ce hackathon, c'est de voir ce que c'était, que c'est IA générative, ce qu'elle n'était pas. Ça a été aussi l'occasion de révéler que beaucoup d'outils qu'on a déjà en interne, qui reposent plutôt sur de l'algorithmique,
faisait très bien plein de tâches que les journalistes ont besoin de faire, d'être alertés sur des changements sur les pages de la HTTP ou autres. Et donc, c'était vraiment une façon d'être assez clair sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, qu'est-ce que ces trucs-là vont nous permettre de faire en plus. Et pour l'instant, on n'a pas vu d'utilité énormissime, et donc on ne s'est pas tous mis à devenir prompt engineer à la rédaction, quoi. C'est vraiment être très pragmatique sur pourquoi on se sert de ces outils-là. Ouais, vraiment le penser en tant qu'outil, c'est-à-dire que assez rapidement, sur la première journée, on a eu un participant de l'audience, en quelque sorte, qui nous a dit « mais moi l'IA, je suis contre ». Mais en fait, c'était pas du tout le sujet. C'est pas le sujet des 3 jours. Justement, le sujet des 3 jours, c'était de faire en sorte de ne plus avoir ces réactions-là. C'est-à-dire, on présente un outil, on va faire en sorte que vous utilisiez l'IA générative ou tout autre type d'IA. Après, la difficulté pour nous formateurs et formatrices, c'était de pas être trop précis sur l'outil à utiliser. C'est-à-dire qu'on va éventuellement en mode hackathon, on va vous dire l'objectif c'est d'obtenir ça. Après, vous utilisez l'outil qui vous paraît le plus approprié. Moi, ça me semble intéressant. Et l'autre option possible, c'est d'intégrer ces outils-là dans n'importe quelle session, comme finalement la recherche sur le web a été intégrée à n'importe quelle session télé, n'importe quelle section radio. Ces sessions radio, on fait des recherches, ça permet d'aller plus vite, etc. Ok, enchaînons. Sur ce que tu voulais dérouler tout à l'heure, que je n'ai pas interrompu, sur comment maintenant vous allez capitaliser après ces 3 jours, et qu'est-ce que vous avez à l'ESJ, par exemple, décidé de faire? Ouais, on a décidé de réfléchir à cette intégration-là dans dans des sessions dédiées. Pour le coup, en plus, maintenant, on a un pool d'étudiantes et d'étudiants qui ont été formés à la fois aux enjeux et à la compréhension de ces outils-là. Donc en session, en 2e année de master en particulier, on va pouvoir les implémenter. En session télé, j'ai un petit peu rapidement discuté avec le responsable audiovisuel, et évidemment en numérique, il y a énormément de choses à faire. Reste à réfléchir. Si on fait quand même dans chacune de ces spécialités une session, on se dit allez, là on va faire en sorte d'utiliser des outils diversifiés de l'IA et faire venir peut-être 2-3 spécialistes sur ces sessions-là, ou si c'est plus libre, on se dit que dans l'année, on doit absolument intégrer ces outils dans chacune des sessions qui vont être développées. Mais ces 2 options-là restent ouvertes. Alors, le temps passe très vite et j'aimerais bien qu'il y ait quand même un petit temps d'échange avec la salle, mais néanmoins, est-ce que tous les 3, à chacun des 3, vous pourriez... toujours sur les questions de formation, vous l'avez dit, je ne sais plus qui, mais en tout cas, peut-être tous les 3, de façon différente, ça va très très vite. Et on a l'impression on peut se poser la question, est-ce que les modèles habituels de formation, modules de formation, conception des formations, c'est adapté à une évolution aussi rapide que celle-ci? Est-ce que les dispositifs traditionnels de formation peuvent être opérationnels sur l'utilisation et la mobilisation des IA, ou est-ce qu'il y a plutôt d'autres types de formes, style hackathon ou autres, qui peuvent être plus adaptés que les 3 jours de formation qu'on planifie 6 mois à l'avance? Enfin, voilà, si rapidement vous pouvez répondre à cette question, et puis après je passerai la parole à la salle. Oui, je pense que tu as raison. L'acculturation, ça, à la limite, elle pourrait être une sorte de base, mais qui se vit différemment selon les entités, parce que l'acculturation en télé, en radio, en presse nationale, en presse régionale, en presse locale, enfin, je pense qu'il peut y avoir des adaptations. Voilà. Mais ça, je dirais que c'est une base de connaissances. Pour le reste, je suis assez d'accord. Pour l'instant, pour les entités médias qu'on accompagne, je vois bien que l'entrée, c'est à quoi ça va servir pour nous. Donc, c'est plus des formes. Alors, ils disent pas hackathon, parce que voilà, mais c'est à peu près ce format-là. En tout cas, des formats très...
on a un problème, ça serait quoi la solution, et on la teste ensemble. Et surtout, on la teste ensemble avec plusieurs métiers. Je pense que c'est la force, effectivement, de Contexte, c'est d'avoir cette participation des développeurs, du service photo, des rédacteurs, du service marketing, des entités qui ne travaillent pas toujours ensemble, mais qui, en fait, dans leurs usages, peuvent apporter des choses aux autres. Il faut savoir, de toute façon, qu'aujourd'hui, par exemple, si vous travaillez sur logiciel Première, il y a la fonction IA à l'intérieur. Si vous travaillez sur Figma, il y a maintenant l'IA à l'intérieur. Donc, on va dire, l'IA, elle rentre de toute façon dans les outils métiers de notre quotidien déjà aussi. Donc, finalement, voilà, il peut y avoir des sortes de montées en compétences sur des outils existants qui intègrent l'IA directement. Et puis après, oui, je pense que c'est le pragmatisme, en fait, à quoi ça sert. Ouais, pour moi, c'est difficile de répondre à cette question-là à ce stade ou de manière complète. Je pense que l'intensité de la formation ou de la sensibilisation à ces sujets-là dépend de ce qu'on va attendre derrière du journaliste ou autre. Je pense à deux choses. Nous, pendant ce hackathon-là, au final, tous les prompts, ce sont les développeurs, donc les ingénieurs qui ont fini par les faire, guidés par nous, nos besoins côté usage ou produit. Et je pense à un autre truc, c'est qu'on a à la rédaction de Contexte un excellent journaliste chargé de l'innovation éditoriale qui, lui, se sert régulièrement de ChatGPT pour dépatouiller des trucs de code dont il a besoin pour faire des nouveaux formats ou autres. Et lui... Bon, il s'est auto-formé, mais si quelqu'un ici ou ailleurs a une aspiration à devenir ce type de journaliste-là, clairement, un hackathon, ce sera juste la pointe du iceberg. Donc, c'est l'intention derrière aussi qui doit être liée au niveau de formation. Je dirais que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a pu connaître avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait que Facebook. Ensuite, il y a d'autres réseaux et on pouvait se dire « Ah ben, je ne vais jamais former mes étudiantes et étudiants à Facebook parce que demain, je ne sais pas ce que ce sera. Le réseau, bah, finalement, on l'a fait quand même, mais en session de presse écrite. On les forme à l'utilisation de ces outils-là et certains et certaines même nous apprennent la présence d'un nouvel outil qu'on va finalement intégrer l'année suivante à la formation de leurs successeurs. Donc il n'y a pas trop de stress à avoir là-dessus, d'autant que, et c'était un petit peu l'effet obtenu par ChatGPT, c'est pas forcément l'invention d'une nouvelle technologie, c'est l'invention d'une nouvelle interface aussi. Et donc ces interfaces vont continuer aussi à se réinventer, devenir plus accessibles, payantes peut-être, mais plus professionnalisantes aussi, etc. Merci d'avoir répondu assez vite pour laisser un petit peu de temps aux questions s'il y en a. J'en vois une là-haut, je ne sais pas. Et puis ensuite, là, Didier, c'est toi qui es dédié. Le monsieur tout au fond de la salle. Bonjour, je suis Alexandre Treurel, je suis étudiant à l'IJBA. J'avais une petite question parce que vous avez parlé à plusieurs reprises de la possibilité d'accélération du travail journalistique avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et je me demandais si c'était vraiment un objectif d'accélérer cette production journalistique quand on parle beaucoup de fatigue informationnelle, d'infobésité et de multiplication du contenu dans un contexte de défiance générale du public. Accélérer ton process journalistique, c'est pas produire plus. C'est, en tout cas pour moi, tel que je l'ai, j'espère bien exprimé, c'est accélérer les parties en fait qui nous prennent énormément de temps pour se consacrer à l'investigation. Enfin, aujourd'hui, dans une journée, hélas, notre temps il est compté, il fait que 24 heures, et pour produire du journalisme de qualité, je ne sais pas si vous connaissez un journaliste qui dit « Ah, j'ai vraiment beaucoup de temps pour travailler », je ne sais pas si ça existe. Donc il est clair que on a intégré le fait que ça, il fallait le faire et que ça prend du temps, et en fait, on ne se réinterroge pas sur le fait qu'on pourrait le faire différemment et plus vite. En tout cas, il faut prendre le temps de poser tout ce qu'on fait dans une journée, et il y a vraiment des actions clairement qui ressortiront, qui peuvent être accélérées pour dégager du temps, pour avoir du temps d'investigation. Ce n'était pas du tout pour produire plus.
J'allais dire exactement ça, donc moi j'ai rien à ajouter. Je vais pas faire mon mindsplainer. Oui, c'est plus monter en puissance qu'accélérer en fait. Ou monter en efficacité ou que accélérer au sens. Ouais, nous, c'était clairement l'idée, lorsqu'on a pitché initialement le projet de la rédac dans le hackathon, c'est de dire, bon, ben, au lieu de passer notre temps à faire de la veille ou à éplucher des gros rapports, est-ce qu'on peut avoir un outil d'aide à la pêche aux infos, quoi, un truc qui nous permet de détecter des choses. Après, on fait tout le job de journaliste derrière, de croiser l'info, de vérifier si c'est bien la bonne info qu'on a repérée et qu'est-ce qu'elle veut dire. Mais si au lieu de scroller 25 pages, on a un robot qui ouvre ces 25 pages et nous signale où il y a eu des anomalies ou des changements, ce serait archi précieux, en tout cas pour la manière dont on bosse chez nous, quoi. Et au final, ça ferait la même production, mais juste peut-être le temps qu'on aurait eu ou qu'on aura pu libérer pour passer des coups de fil, aura été augmenté, quoi. Il y a une question. Ouais, c'est moi. Bonjour. J'ai une question pour vous, Madame Bastien. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Nicolas Saxé. Je prépare les concours de journalisme cette année. Et du coup, j'avais une question pour vous, Madame Bastien. Vous parliez d'automatisation tout à l'heure. Je suis étudiant, parce que comme beaucoup d'entre nous, j'ai déjà utilisé ChatGPT. Évidemment, jamais je l'utiliserai pour les dossiers du QH, de l'IJBA ou même de l'EI. Je suis pas un grand malade, voilà. Ne me bannissez pas des écoles, s'il vous plaît. Et du coup, j'ai déjà utilisé ChatGPT, j'ai déjà demandé des experts pour faire des sujets, j'ai déjà demandé également des résumés, et souvent, il manquait de précision, il mélangeait les textes, il me donnait des personnes qui n'existaient pas ou qui ne travaillaient pas dans les bons domaines. Du coup, même dans un principe d'automatisation, à quel degré peut-on faire confiance aux IA aujourd'hui en tant que journaliste? Et surtout, quelle précision de détails, quelle précision de connaissances peut-on lui apporter pour essayer justement que ça valorise notre travail et qu'on puisse gagner en efficacité? Donc effectivement, il y a plusieurs générations d'IA. Les premières, en fait, effectivement, avaient beaucoup plus, elles en ont encore, ce qu'on appelle des hallucinations. On appelle hallucination le fait qu'en fait, comme ils se sentent obligés, ou elles se sont obligées de fournir une réponse. Quand elles n'en trouvent pas, elles en inventent une, puisqu'ils n'ont pas de notion de vrai et de faux. Comme je vous le dis, ils associent des mots ensemble. Donc, la nouvelle génération de ChatGPT et d'autres outils vous permettent, là par exemple sur ce rapport PDF, de lui demander de n'interroger que ce rapport PDF. Parce qu'effectivement, autrement, ils utilisaient le PDF que vous lui fournissiez, le rapport dont je parlais tout à l'heure, et l'ensemble entre guillemets, du savoir qu'ils ont ingurgité, volé, pillé à nous journalistes et à tous les auteurs. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité, on va dire, que ce que vous lui donnez à manger, je vais utiliser une métaphore gourmande, soit maîtrisé. Et donc, effectivement, du coup, il va chercher uniquement dans les pages de ce rapport, ce qui évite, effectivement, ces mélanges où il va, effectivement, complètement mélanger. On va vers des nouvelles générations où, de toute façon, vous allez avoir des IA que vous allez vraiment pouvoir personnaliser. Nous, on travaille de plus en plus, on travaille sur énormément de rapports avec beaucoup de données, et donc on crée ce qu'on appelle des petits GPT personnalisés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on lui dit, là, tu vas manger tous ces rapports sur ce sujet de l'eau, par exemple, et il va se nourrir uniquement de ça, ce qui va limiter le sujet. Après, bien sûr, toute la question de la précision et de la pertinence, on part du principe qu'à partir du moment où c'est vous qui avez maîtrisé la donnée de départ, la donnée d'arrivée, normalement, va circuler dans la donnée de départ. Donc après, du coup, c'est vous qui êtes plus maître du périmètre dans lequel il va explorer. Après, ça reste de l'accélération. Nous, on a voulu faire l'exercice jusqu'au bout. On va dire que mon appétence naturelle n'est pas de demander des experts à une IA. Là, on a voulu faire tout le process de A à Z. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vous ai dit, ensuite, on a tout revérifié. Moi, je pense que la plus grande force, c'est quand même la synthèse, la réécriture sous différents formats d'un même contenu. Donc, il faut l'utiliser, cet outil, à bon escient. Mais c'est clair que votre carnet d'adresses, il sera toujours meilleur que ce que propose des IA. Didier, il y avait Brune Espalieu, et puis derrière, une dame encore. Et puis après, on peut continuer, mais je pense qu'il y aura
Il y a des horaires, quoi. Merci en tout cas pour votre présentation à tous. Moi je reviens un peu effectivement sur l'expérimentation que vous avez décrite sur la compilation du rapport. Alors je suis un peu choqué parce que le vrai comportement journalistique, ce serait de demander du temps à mon rédacteur en chef pour lire ce rapport. Parce que moi, ma lecture à Lille, sur le sujet de l'obésité par exemple, ma lecture à Lille ne sera pas forcément la même que ma collègue à Metz, qu'un collègue à Marseille. Voilà, donc ça, je ne sais pas si ChatGPT peut résoudre ce sujet. Et puis on accepte de fait, puisqu'on ne lit pas tout le rapport, on est en mode dégradé de l'exercice du métier. Donc voilà, ça me pose cette question-là. Après, plus généralement, effectivement, ce sont des outils qui se nourrissent de la toile. Moi, j'ai une certaine réserve sur la sécurité des données, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à... Je ne suis pas formé dans les data. Alors, j'essaie de protéger mes données comme je peux. J'ai fermé mon compte Facebook récemment, par exemple. Parce que voilà, j'ai envie d'assurer la protection de mes données. Mais je sais que, de toute façon, en utilisant déjà mon smartphone, je suis mort, quoi, parce que mes données... Mais je ne sais pas comment ça se passe. Enfin, derrière, il y a le dark web, etc. C'est quand même des choses qui sont très, très masquées. On n'est pas du tout dans un exercice de transparence dans cette technologie. Et je pense que c'est un risque qui est peut-être sous-évalué. Merci Karen. Ouais, j'essaie de répondre vite et pas rentrer dans la technique. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est aussi un mode dégradé, finalement. Et de toute façon, ce que je dis toujours, vous envoyez 10 journalistes à une manif, vous avez 10 papiers. Donc, voilà. Donc, de toute façon, on a chacun notre façon d'aborder un fait, voilà. J'entends tout à fait, ça fait partie, je pense pour moi, de l'acculturation. Effectivement, les premiers modèles ou les premiers outils dont aujourd'hui on bénéficie naissent effectivement de ces grandes firmes américaines, et on retombe un peu dans ces problématiques qu'on a eues avec les réseaux sociaux, avec les moteurs de recherche, etc. Là où pour moi il faut être acculturé, dans le sens regarder ce qui se passe et voir ce qui se passe et voir en fait les lignes qui commencent à se dessiner. Dans les mois, années qui viennent, ce qui va se développer, on le voit avec l'exemple français de Mistral, ça va être d'abord des outils beaucoup plus open source, moins boîte noire. Après, ils continuent de se nourrir d'énormément de choses. Et là, la question des droits d'auteur, là, elle reste complètement posée. Et ce qui semble se dessiner, suivez d'ailleurs le projet que fait RSF en ce moment, c'est de développer des IA plus thématisées déjà, qui ont moins d'ambition globale. Donc des IA sur le climat, par exemple. Il y en a une qui a mangé, entre guillemets, tous les rapports du GIEC, et vous pouvez l'interroger uniquement sur les rapports du GIEC. Donc là, il y a vraiment un apport sur une matière qui est très complexe. Il vous donne des réponses et il vous dit les différentes pages des différents rapports. Donc là, vous voyez, on rentre dans quelque chose de maîtrisé. Voilà, comme je disais tout à l'heure, le corpus de base, il est maîtrisé et du coup, les réponses sont un peu plus maîtrisées. RSF travaille dans ce sens sur une IA également locale, hébergée en Europe, etc. Donc toutes ces questions qui peuvent paraître techniques, la question que vous posez des données, etc., en fait, on voit bien que nous, on a tous en sous-jacent quand même conscience aujourd'hui de la conscience des données personnelles, de où ça doit être et comment on nourrit la bête. On va l'appeler la bête, le diable, si vous voulez, si ça permet de faire peur à tout le monde. Mais il faut savoir qu'il y a des modèles open source qui arrivent, des modèles européens, et effectivement, plutôt une tendance, moi je le vois, je dirais pas encore dans des médias, mais des entités qu'on accompagne, installent des IA sur leur serveur, qu'elles maîtrisent entièrement. Donc, une fois que vous interrogez ces IA, vous ne partez pas ailleurs, elles partent sur leur serveur. Donc, c'est de l'IA, voilà, on va dire en local. On revient sur du circuit court, du circuit court et de l'agriculture locale. Voilà. Mais en fait, ces tendances-là sont aussi aujourd'hui prégnantes dans ce monde des techs, c'est-à-dire l'Europe, les données personnelles, installées chez soi, etc. Donc, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des voies aujourd'hui et qui sont déjà quasiment opérationnels et qui vont se développer pour effectivement ne pas reproduire ce qu'on a vécu avec les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Voilà, et qui sont plutôt optimistes pour répondre à vos questions et vos inquiétudes légitimes. Merci. Je vous propose de prendre... alors,
Il y a deux questions. Alors, vraiment très rapides, s'il vous plaît, Très les rapide, questions. oui. Et on essaiera d'avoir des réponses courtes. Et Juste- après, je pense qu'il faudra clore la journée. J'abonde juste dans le sens de Karen. Effectivement, l'IA doit être un assistant. On doit l'utiliser pour ce pourquoi il est bon, enfin, l'IA générative, c'est-à-dire essentiellement pour la presse écrite, la synthèse de rapports essentiellement. Ce qui nous permet, à nous journalistes, et à nous, je l'étais avant, de nous concentrer sur des tâches pour lesquelles on est bon, c'est-à-dire plutôt l'analyse, la valeur ajoutée du journaliste et moins pour tout le travail de recherche et de décortiquer des rapports. Je voulais justement citer cette fameuse IA sur le climat, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, qui s'appelle Climate Q&A. Qui peut effectivement faire gagner un temps fou quand on cherche des données sur le climat, quelle a été la montée des eaux sur les 20 dernières années des océans, etc. C'est vraiment un outil génial. En revanche, à titre personnel, alors moi c'est une question que je pose là et ça me préoccupe beaucoup, c'est l'impact énergétique des IA qui est réellement colossal. Et c'est quelque chose qui va vraiment progresser dans les années futures. Et c'est vrai que les médias sont préoccupés par cette histoire d'impact sur le climat et la façon dont elle s'exprime sur la question. Donc je pense que c'est un sujet qu'on ne peut pas ne pas aborder. Et en tout cas, la question doit être posée, il me semble, à l'intérieur des médias. Voilà. Merci. Je ne sais pas si elle apporte une réponse, même si elle mérite d'être posée. Donc, comme le temps est compté, je vous suggère de passer la parole. Sur l'impact énergétique, ouais. malheureusement, il est audité. Malheureusement, on se heurte là à des choix politiques. C'est-à-dire qu'on a déjà du mal. Il y a déjà eu un dialogue très long, un trilogue très long pour réguler la question des droits d'auteur et trouver un accord qui à la fois ne bride pas l'innovation selon ses porteurs et qui permettent quand même de protéger les droits. Donc on est très très loin, effectivement, vous avez raison de poser la question, on est très très loin d'une régulation à ce niveau-là, parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont énormes. Et juste, j'apporte micro-anecdote aussi de notre hackathon. C'était une des questions qui a été soulevée par plusieurs participants auxquels on n'a pas eu de réponse, mais c'est un truc qu'on a dans un coin de la tête lorsqu'il faudra décider de la suite qu'on donne ou pas à l'usage des IA. Donc, c'est pas un angle totalement mort. Alors, ma question concerne l'utilisation des IA. Je m'appelle Cynthia. Moi, je suis journaliste, mais brésilienne. Je suis en France depuis 2022 pour faire une formation en master. Ma question concerne l'utilisation des IA génératives pour les journalistes et de rédaction en France. À quel point sont-elles acceptables ou interdites aujourd'hui, s'il y a une discussion des grandes rédaction en France, c'est réglementé pour les tâches journalières ou pas, si vous êtes au courant de ce type de discussion. Aujourd'hui, donc, les médias se sont déjà engagés dans un premier volet, c'est les chartes. Vous avez tous vu ces chartes d'utilisation des IA sur les images, photos, illustrations et textes. Aujourd'hui, à ma connaissance, après je laisserai compléter si quelqu'un a, il n'y a pas d'usage d'IA générative de texte en France sur des textes publiés dans des médias. Les IA génératifs sont aujourd'hui utilisés essentiellement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les articles de médias, par exemple au Parisien, sont retravaillés par des IA, puis ensuite postés, le tweet, le LinkedIn, etc. Donc c'est de la reformulation sur la base de production. Il y a également, donc essentiellement, on va dire tout ce qui est référencement et viralisation pour les réseaux sociaux. Il y a le journal Numérama, qui est un média dédié à la tech, qui fait une newsletter entièrement générée par des IA, mais qui en fait
prend les articles de la semaine produits par des humains dits journalistes et fait une sorte de sélection et une réécriture pour une newsletter. Donc c'est encore une production journalistique qui est réécrite. Voilà, c'est le deuxième exemple que j'ai. Et puis après, vous avez tous vu passer cette test, je ne sais pas, de retravail par des IA d'articles, il me semble, de journalistes locaux, mais je ne sais plus, c'est dans l'Est de la France. C'était oui, Ebra. C'était Ebra, voilà. C'était Ebra, mais ça n'a pas... Voilà, en tout cas, il y a eu des tests qui n'ont pas été... Enfin, qui ont été... qui n'ont pas été concluants. Voilà, qui n'ont pas été concluants, puisque, effectivement, c'est censé regagner du temps sur plutôt le secrétariat de rédaction, si j'ai bien compris l'expérience, et qui effectivement n'ont pas été probants en tout cas. Donc voilà, moi de ce que je sais pour les productions de médias en France. N'ont pas été probants et n'ont pas non plus réuni, j'allais dire, le consensus social. Ah non, alors ça oui, je voulais pas. Ça, oui, je suis restée sur le côté. Voilà, tout à fait. Il y a eu aussi pour que le dispositif puisse se déployer avec suffisamment de transparence, de clarté et de sérénité, on va dire. Tout à fait. Olivier. Oui, il y a souvent ça, cet enjeu d'associer les partenaires sociaux lorsqu'on prend une décision comme celle-là, et puis un enjeu de transparence évidemment vis-à-vis de l'audience, c'est-à-dire dans quelle mesure, si on le fait, on s'oblige, et là pour l'instant c'est assez clair, on s'oblige, soit on s'interdit de le faire, soit si on le fait, on s'oblige à le dire aux médias. Alors il y a une expérimentation en cours à l'équipe pour le traitement par l'IA de certaines compétitions, notamment de tennis, tournois sur lesquels l'équipe n'est jamais allée et ne va pas. Et donc pour raconter le résultat d'un match sur lequel il n'y aura pas de reporter de l'équipe qui va aller. Ça peut se faire par IA, mais là aussi, là pour l'instant c'est de l'expérimentation. Ils n'ont pas appuyé sur le bouton. Il y a des discussions en cours et la rédaction est effectivement assez sensible, on va dire, si j'ai bien compris, sur le sujet. Et là où ça avance le plus, c'est sur les archives, qui ne sont pas la production du temps présent, mais la production passée, elle est énorme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes à l'INA, à Radio France et à France Télévisions sur comment ces archives, retravaillées par des IA, pourraient donner lieu à une meilleure valorisation en fait, de ce patrimoine audiovisuel français, et également, on pourrait imaginer, pour la presse écrite. Donc c'est plus du côté archives aujourd'hui, ces millions d'heures et ces millions de lignes de texte que des IA travaillent. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous allons devoir arrêter puisqu'on a dépassé déjà de quelques minutes l'horaire imparti. Je voudrais vous remercier vraiment beaucoup tous les trois pour cet échange, cette table ronde, ce débat, cet échange. Je voudrais aussi remercier, puisque c'est la fin de cette journée, donc au nom du bureau de la CNMJ, je voudrais remercier tous les intervenants de la journée. Vous tous qui avez écouté avec beaucoup d'attention les débats, qui avez posé des questions, qui avez peut-être été parfois frustrés par les réponses ou par le temps ou par la volonté d'approfondir un sujet. Mais en tout cas, merci à tous. Comme toutes les conférences de la CNMJ, celle-ci donnera lieu à un recueil des actes, si je puis dire, enfin un livret, comme vous avez dû avoir celui de l'édition de l'année dernière. Donc, en arrivant ici, donc, vous aurez d'ici quelques mois l'édition de la retranscription de nos débats d'aujourd'hui. Donc, au nom de la CNMJ, au nom peut-être de l'ESJ aussi. Et oui, bien sûr. Les retransmissions de nos débats seront aussi sur le site, un certain nombre de documents également. Voilà, je me permets aussi au nom de l'ESJ de remercier l'Assemblée, si monsieur le directeur, si vous le voulez bien. Et voilà, c'est la fin.